Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième webconférence du cycle Conduite de projet pour l'emploi, organisée par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission emploi insertion à PQNA. Et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Colline Babodou, qui est chargée de mission sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Bonjour Colline. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, quelques mots sur Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un centre de ressources sur le développement territorial. Notre mission, principalement, c'est de faciliter le déploiement des politiques publiques dans les territoires à travers différents types de formats, la mise en réseau, l'échange de pratiques, la capitalisation ou encore la production d'analyses. Et on vous invite à retrouver toutes ces ressources sur notre site internet, comme vous avez peut-être déjà l'habitude de faire. Mais avant de encore commencer, Christophe, quelques détails techniques. Oui, pour permettre plus de fluidité dans les échanges, je vous rappelle des règles d'ordre technique. Donc, vos micros sont coupés. Donc, si vous voulez intervenir, vous faites des remarques dans le chat, plutôt sur des aspects techniques. Et dans la rubrique questions, pour poser des questions à nos intervenants ou pour faire des commentaires sur le fond. Et donc, nous sélectionnerons des questions pour les adresser à nos invités dans la deuxième partie de la webconférence. Colline, est-ce que tu pourrais nous rappeler le contexte de ce cycle ? Oui, donc du coup, ce cycle s'inscrit dans un cycle qui s'appelle la conduite de projet pour l'emploi et ça vise 3 objectifs. Contribuer à la qualité des démarches locales, partager les éléments de méthode sur la démarche projet et faciliter le passage à l'action en valorisant les actions inspirantes. Donc, il s'est décliné en 3 séquences. La démarche emploi par où commencer, qui a eu lieu le 1er avril dernier. Comment élaborer sa feuille de route le 21 juin dernier. Et aujourd'hui, comment passer à la mise en œuvre opérationnelle. Et donc, chaque webconférence est suivie d'ateliers pour approfondir le sujet et échanger sur des études et des témoignages. Et donc, la prochaine vague d'ateliers d'échange, c'est le 11 octobre prochain, 11 octobre matin. Et nous vous invitons à vous inscrire à cette rencontre. Il y a un premier sujet d'atelier qui est formalisé. Il traitera de l'accompagnement de l'entrepreneuriat dans les territoires, avec l'exemple du Citélab de Pessac et de Talence. Mais on parlera d'entrepreneuriat vraiment dans les territoires, dans toutes leurs dimensions, urbaines et rurales. Et d'ici là, je vous invite éventuellement à faire des propositions pour alimenter un ou deux autres ateliers. Colline, est-ce que tu pourrais nous présenter le programme du jour ? Oui, donc la webconférence s'intitule, comme nous l'avons dit, « Comment élaborer » Non, c'est pas celle-là du coup. Aujourd'hui, c'est la mise en œuvre opérationnelle. C'est ça. Voilà. Et donc au programme, une conférence introductive par James Chatenouk, formateur accompagnateur en management et conduite de projet. Un double témoignage avec Alain Robin, directeur de la Maison de l'Emploi du Bocage-Bressuire dans les Deux-Sèvres. Et également Céline Perrin, directrice emploi formation de la commune de l'Estuaire en Gironde. Donc, il y aura des débats, des échanges avec les participants. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Et la conférence se terminera à 11h30. Merci Colline pour cette présentation. Et donc, avant de démarrer, nous allons revenir sur ce qu'il fallait retenir de cette deuxième séquence du 21 juin dernier avec les idées clés. Oui, donc tout à fait. Cette dernière séquence était sur comment élaborer sa feuille de route. Donc, ça s'est organisé autour de 3 témoins. Donc, Guillaume Malbert, chargé de mission du contrat néo-aquitain de développement de l'emploi dans le territoire du Grand Bergeracois. Michel Buisson, conseiller communautaire délégué à l'emploi et à l'insertion du Grand Angoulême. Et Luc Paboff, coordinateur de projet à la direction régionale de Pôle emploi. Et donc, on va vous présenter quelques points clés avant de passer à la suite. Donc, la première idée de cette conférence de juin, c'est que l'élaboration d'une feuille de route, c'est d'abord un processus de dialogue et de construction. Et ça se concrétise par différentes phases méthodologiques, de diagnostic, d'identification des enjeux, d'un plan d'action, de petites illustrations. À Angoulême, la feuille de route emploi-insertion qui a été élaborée en 2021 a mis en avant le fait que beaucoup de services et d'initiatives existaient sur le territoire. Pour autant, l'offre globale est jugée relativement illisible, tant pour les usagers, employeurs et actifs, que pour les partenaires. Et donc, la première priorité est de permettre une meilleure interconnaissance des acteurs avec la création d'un maillage au plus près des citoyens à l'échelle communale. Et sur le Grand Bergeracois, le chargé de mission du CADE a passé une grande partie de ses premiers mois à conduire des entretiens bilatéraux avec les entreprises dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat et de l'ESS, ainsi qu'avec les acteurs institutionnels, élus et professionnels. Le deuxième point aussi très important, c'est l'identification de chantiers clés et d'actions concrètes. Donc, la stratégie locale se décline en chantiers clés regroupant plusieurs actions.
À Bergerac, par exemple, plusieurs chantiers clés ont été identifiés avec de nombreuses actions. Donc, les chantiers, par exemple, c'est la formation en réponse aux besoins des entreprises, l'orientation professionnelle ou encore l'accompagnement de 2 filières émergentes comme l'agriculture numérique et l'économie circulaire. La troisième idée, c'est qu'une feuille de route, ça peut bouger. C'est même fait pour bouger à un moment donné. Une stratégie n'est pas faite pour être inscrite dans le marbre, en particulier dans le contexte actuel où les crises et les mutations socio-économiques s'enchaînent. Et ces bouleversements profonds provoquent notamment des tensions fortes sur le recrutement et l'emploi. Donc les partenaires de l'emploi possèdent une expertise collective qui doit permettre au territoire de s'adapter à ces changements et d'anticiper les mutations pour ajuster les modes de faire en fonction de ces nouvelles réalités. Le 4e point, c'est l'importance, comme vous le savez, de la mise en réseau, de l'animation et de la coordination. Donc, la complexité de la question de l'emploi justifie qu'il y ait des acteurs à différentes échelles, locales, départementales, régionales, nationales, mais ça nécessite une mise en réseau justement à ces différents niveaux. Donc, cette démarche de dialogue permet une mise en synergie par l'interconnaissance, des temps d'échange et l'identification des ressources de chacun. Et dernier point, on a identifié quelques principes utiles pour l'animation de l'écosystème local. Alors, je vous en partage quelques-uns. Avoir une bonne connaissance du terrain, rassurer les partenaires, faire comprendre qu'on est là pour travailler en coopération, en coordination avec l'ensemble des acteurs, clarifier le rôle de chacun et éviter les concurrences sur certains sujets, savoir être opportuniste et agile dans la façon de travailler la feuille de route, et enfin, associer les compétences extérieures au territoire. On va enchaîner avec la séquence suivante. Donc, merci, Colline. Merci. Et surtout, je voulais la préciser, n'hésitez pas, pendant que les questions, on les prendra en compte et il y aura un temps d'échange possible. Et on va accueillir tout de suite notre premier intervenant, qui est James Chatenoux. Donc, James, je vous invite à nous rejoindre. Bonjour, James. Bonjour, Christophe. Je vous invite à vous installer. Bonjour, Colline, et bonjour à tout le monde. Installez-vous. Merci beaucoup. Alors, James Chatenoux va être un peu aujourd'hui notre conférencier discutant. Je vais vous présenter de manière succincte. Vous avez de multiples casquettes, mais je vous présente comme ça. Vous êtes formateur accompagnateur en management et conduite de projet, mais vous avez aussi vous êtes toujours coprésident du club d'entreprise du Sarladel. Vous avez été élu communal, intercommunal dans le Périgord noir. Et donc, vous avez vraiment une vision qui croise le territoire, l'entreprise et bien d'autres sujets. Donc, je vais vous laisser la parole pendant une dizaine de minutes pour nous partager des éléments de repère et de méthodes qui peuvent être facilitants pour passer à la mise en œuvre opérationnelle. James, c'est à vous. Merci pour le passage de relais. Donc, oui, donc je suis très heureux d'être avec vous et j'ai écouté les travaux qui ont été déjà réalisés. Donc, la feuille de route, elle est présente et il faut passer à l'action. Donc, moi, je vous propose un déroulé simple dans un temps limité, 10 minutes, parce que souvent, je rappelle le temps, ce sablier si magique peut être un temps contraint dans la conduite de projet, mais le temps long, temps court, on en parlera, donc il peut être à un moment donné un sacré allié. Donc, un petit parcours ensemble sur les modes d'emploi que je vais vous proposer de parcourir ensemble. Alors, rapidement, mais très rapidement, quand Christophe m'a convié en fin de compte à venir vous rencontrer, je me suis dit comment me présenter. La présentation a été faite, mais souvent quand je suis amené à rencontrer des personnes en recherche d'activité, des futurs créateurs, des futurs chefs d'entreprise et autres, souvent on pense beaucoup à la colonne vertébrale, le fameux CV. Donc j'ai voulu moi aussi me mettre en situation pourquoi j'étais amené à passer à l'action dans toute la conduite de mes projets d'entreprise, projets en tant que responsable d'une association de chefs d'entreprise. Et au final, donc, il y a ce petit clin d'œil. Je suis ingénieur de formation en agriculture, petit clin d'œil sur ce tournesol, puisque j'avais travaillé à l'époque sur la résistance à la sécheresse. Mais très vite, je suis passé à la demande de mes mentors à lutter contre la résistance de la sécheresse dans les rapports humains dans les entreprises, ce qui m'a amené à partir vers l'aventure humaine au Congo avec donc des femmes sur des projets de développement intégré, donc comme chef de projet, et dans le monde de l'entreprise, à diriger des sites industriels, des usines, tout ça pour développer des compétences et en même temps se dire on peut développer sa propre entreprise, mais on a besoin d'avoir un local, un environnement extérieur
au top. Donc, j'ai pris goût au développement local, donc dans le Périgord noir. Et bien sûr, ce qui m'a amené à être élu conseiller municipal, conseiller communautaire. Voilà. Aujourd'hui, un grand mot, éclaireur en management innovant appliqué. Je ne le fais pas seul, je le fais avec beaucoup de monde dans mon cabinet. Et aujourd'hui, on a également co-créé un cabinet qui s'appelle Rubiz dans la Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir continuer à monter en compétences. Voilà, présentation simple, comme un kaléidoscope. Une petite rétrospective quand on conduit de projet, c'est intéressant, c'est un outil intéressant. Là aussi, passage à cet exercice, se dire quels seraient les points de repère que j'ai pu rencontrer durant tous les projets menés et qui ont abouti, bien sûr. Et en réalité, pourquoi ils ont abouti? Quels ont été les facteurs clés? Donc, une petite rétrospective, un petit flashback sur quelques points d'éclairage. Alors, je donne des précautions d'usage. Je ne suis pas là pour donner une injonction, dire tout ce que vous allez voir, c'est comme ça et pas autrement. Je n'ai pas envie de vous mettre des biais cognitifs, des biais de confirmation. Ce sont des observations de terrain, d'un homme de terrain qui apprend tous les jours et qui a appris aux côtés de personnes formidables qui ont été aussi des beaux points de rencontre. Alors, on va en découvrir ensemble quelques-uns de ces fameux points de repère, points d'éclairage. Oser agir. La feuille de route, elle est faite, il faut y aller, il faut passer à l'action. Je prends un exemple, à chaque fois je vais prendre des exemples. Le projet le plus récent d'ailleurs avec Pôle emploi, donc qui souhaitait en fin de compte mettre en place un accompagnement différent pour les futurs créateurs d'entreprises. Et on est parti à l'envers. Quelles ont été les causes d'échec de toutes les créations d'entreprises? En partant sur les causes d'échec, on a imaginé un parcours très différent de ce qu'on peut imaginer. Je définis mon produit et je suis des étapes bien précises parce que la vie d'entreprise, ce n'est pas du tout ça. Quand on passe à l'action, la vie va se décliner autrement. Et donc, on est parti à l'envers et on a doté l'ensemble des futurs créateurs d'entreprises d'outils grâce à une formation apprenante en pédagogie active. Je suis formateur certifié, donc j'ai dû créer une équipe projet, les motiver pour qu'ils puissent m'accompagner sur ce formidable projet avec toute l'équipe. Qui ressort comme point clé, c'est de l'audace. Courage, volonté, lucidité. Donc, comme dirait Philippe Gabillet, donc en fait de compte, c'est donc avoir de l'optimisme en fin de compte dans l'action, en fin de compte, dans le but que je vais faire, mais bien sûr une certaine lucidité, peut-être un pessimisme dans le chemin. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, bien sûr qu'il y aura des difficultés, mais il faut saisir ce bon moment et créer du lien au moment où je passe à l'action. Voilà, donc un beau projet. Oser agir. On va passer à un autre élément clé. En prenant l'exemple de la création d'une plateforme de formation du métier du BTP, pas loin de 10 ans, un temps très long, avec tous les acteurs du monde du travail, on trouve personne, on trouve pas de personnes motivées, difficultés. Donc, on a transformé ces difficultés en force en se disant qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire suite à une analyse fine avec la maison de l'emploi du Périgord noir, donc notre association, donc la IS, un organisme de formation qu'on a co-créé, on y reviendra, le pays du Périgord noir et la communauté de communes de Sarlat Périgord noir. On a imaginé en fin de compte une plateforme qui pourrait en fin de compte recevoir des futurs apprenants pour les métiers du BTP, des chefs d'entreprise aussi, et de mélanger toutes ces personnes-là pour construire ce monde de demain. Donc, on est passé par une méthode de visualiser les objectifs. C'est-à-dire que quand on passe à l'action, à chaque fois, on a des beaux objectifs avec des beaux indicateurs, mais tous les bons plans sont faits pour être des fois des faits. Donc, je suggère en fin de compte, et par l'observation, on a imaginé jour J, donc le président du conseil régional est venu inaugurer la plateforme. En inaugurant, on lui a demandé de remettre les diplômes des premiers apprenants en bâti ancien. Il était surpris, qu'est-ce qui se passe? J'inaugure la plateforme. La bonne surprise, c'est que pendant 2 ans, on a testé le modèle économique, le modèle d'apprentissage, et on a évalué toutes les étapes pour y parvenir correctement. Donc, on visualise les objectifs. En faisant ce travail-là, vous allez voir que tous vos jalons deviennent eux-mêmes des objectifs, et ça vous permet d'excellencer. Dès demain, dès que vous passez à l'action, vous pouvez vite bouger avec agilité et tenir compte des nouveaux contextes. Donc, gardez le cap,
C'est un cap qui va vous enthousiasmer à chaque moment. Troisième point de repère. Donc là, c'est un projet de création d'un outil avec des chefs d'entreprise. On a du mal, James, à gérer nos ressources humaines. Qu'est-ce que nous pourrions faire dans le cas d'un cycle de formation des dirigeants qu'on a créé sur ce territoire, qui fonctionne toujours? On a imaginé, expérimenté pendant 2 ans, un outil et qui petit à petit est devenu un jeu de management, lauréat de l'innovation sociale, remis par la région Nouvelle-Aquitaine. Si j'avais dit à tous ces chefs d'entreprise qu'on allait créer un jeu, personne ne m'aurait vraiment suivi. Donc, c'est se laisser surprendre aussi. Donc, je fais le lien avec oser agir, avec cette audace, hein, se laisser surprendre par l'imprévu et accepter d'essayer, d'expérimenter. Donc, c'est de la co-construction. On ne le fait pas seul. On a besoin de cette fameuse intelligence collective pour aboutir à une cohésion, une coopération d'équipe. L'innovation managériale, c'est sur tous les secteurs, sur le terrain. Il faut expérimenter, il faut explorer, voilà, en toute liberté. On a un dernier point de repère qui, pour moi, est peut-être l'aboutissement de tout ce qu'on a vu, c'est capacité à fédérer. Je ne parlerai pas de leadership, je parle de ce fameux plaisir, donner envie de partir à l'aventure, à cette aventure humaine qui nous pousse à passer à l'action. Là, je prends l'exemple, donc on a créé un organisme de formation avec les chefs d'entreprise pilotés par eux-mêmes pour répondre à un besoin de montée en compétences et de qualification. Et aujourd'hui, on est bien content, avec les difficultés de recrutement, d'avoir su anticiper. C'est de l'écoute, connaissance du terrain, tout à l'heure vous en avez parlé, relations de confiance, créer des relations de confiance. Bien sûr, c'est du management de terrain, c'est de la communication, mais on se parle et on avance ensemble et il faut que quelqu'un prenne une décision et fédère toute l'équipe qui l'entoure. Voilà. Donc, 4 points de repère. Je fais un petit exercice de reformulation, oser agir, garder le cap, co-construire, capacité à fédérer. Ça, donc, ça vous pousse à l'action. Donc, merci pour votre écoute. Vous voyez, j'ai respecté, Christophe, le timing. Et puis, bon, on s'est dit un petit exercice simple. Pourquoi pas donc, vous solliciter, toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter aujourd'hui, ce matin. Moi, je souhaiterais en fait vous poser 1 ou 2 questions. Pour vous, quels sont les principaux obstacles et freins à la mise en œuvre opérationnelle? Donc, ça serait très sympathique et très gentil de répondre sur le chat. Et on tâchera, et c'est évident, avec enthousiasme, d'y répondre durant donc, le déroulé qui va suivre. Merci James pour ces propos introductifs qui nous posent quelques repères sur la posture pour se donner des chances de réussir. Et donc, vous avez une petite question qui vous est posée. On a le temps, vous avez le temps de la renseigner. On reviendra tout à l'heure dans la discussion avec tous les témoins pour regarder les éléments de réponse. Donc, James, je vous invite à regagner les coulisses. Et je vais accueillir donc nos témoins du jour. Donc, j'accueille sur le plateau Alain Robin. Bonjour Alain. Bonjour. Qui est directeur de la maison de l'emploi du Bocage-Bressuret dans les Deux-Sèvres. Et en distanciel, un duo de professionnels, Céline Perrin, qui est directrice emploi-formation, et Magali Baudy, qui est directrice du développement économique, toutes les deux à la communauté de communes de l'Espagne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit problème de son, c'est bon? Le micro est coupé. Oui, ça y est, ça revient. Ouais, le micro était peut-être fermé, donc je sais pas. Vous nous entendiez? Difficilement. Bon, en tout cas, je vous ai présenté toutes les deux. J'ai présenté Alain Robin, témoin présent ici. Et donc, je vais vous laisser la parole à toutes les deux, mesdames, pour la première question, en vous demandant de caractériser votre territoire en 3-4 minutes. Parlez-nous de votre territoire et puis un petit peu de l'écosystème de l'emploi et des enjeux majeurs qui ressortent sur votre territoire aujourd'hui.
Bonjour à tous. On travaille pour la communauté de communes de l'Estuaire. Donc, cette communauté de communes, elle est située au nord du département de la Gironde, sur un territoire limitrophe à la Charente-Maritime. C'est une intercommunalité qui a été créée en 98, donc une interco plutôt jeune. Par rapport à ça, dès le démarrage, en fait, dès la création de cette collectivité, la compétence économique a été investie très largement. C'est même le champ sur lequel il y a eu les premiers outils mis en place, avec notamment le centre de formation dont Céline a la direction. Pour vous expliquer un peu, par contre, le contexte socio-économique du territoire, je vous disais où il est situé, mais pour que tout le monde le situe bien, on est le territoire sur lequel il y a la centrale nucléaire du Blayais. Généralement, ça parle un peu plus. Donc, ce territoire, en fait, on a pas mal d'indicateurs qui sont dans le rouge. On est sur un territoire qui représente à peu près 15 000 habitants, 15 communes, 15 000 habitants. C'est à peu près 7 000 actifs. En parallèle, c'est 1 600 personnes inscrites à Pôle emploi, dont 800 demandeurs d'emploi de longue durée. Et 400 de très longue durée. Donc nous, globalement, on va être sur un territoire où le chômage s'inscrit de manière durable et dans la durée pour bon nombre des habitants. En termes de taux de chômage, on est à 15%, avec quasiment 18% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et un niveau de qualif qui est très largement inférieur aux moyennes nationales, régionales, avec 34% de non-diplômés, soit plus 5 points par rapport à l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'angle d'attaque économique, dès le départ, était éco, emploi, formation, pour pouvoir justement travailler sur ces champs-là. Sur la partie économique, pour vous expliquer un peu les particularités de ce territoire, donc forcément, on a, comme je disais, la présence d'EDF avec la centrale nucléaire du Blayais, donc une connotation industrie et industrie de production d'énergie importante. Ça représente... Alors, le territoire en tout, c'est 6 600 emplois. La centrale en agent EDF, c'est 1 500 personnes. Et en ce moment, avec une période de grand carénage, on monte à 4 000 personnes présentes sur site approximativement. Donc, agents EDF et sous-traitants qui, pour certains, sont implantés sur le territoire et pour d'autres, arrivent de la France entière, en fait, pour des travaux de maintenance. Donc, en structuration de l'emploi, on va avoir une grosse partie d'intérim et on va avoir du coup pas mal aussi d'emplois dits précaires avec 20% des emplois qui sont essentiellement soit sur du saisonnier, soit sur de l'intérim en fait, notamment par le biais de la sous-traitance EDF. Et au-delà de ça, après, au-delà de l'emploi généré par le CNPE, on a un tissu économique qui est composé essentiellement de TPE, notamment dans les secteurs de la viticulture, du bâtiment et du commerce. Donc oui, du coup, en gros, nous, sur notre territoire, au final, on est vraiment sur une question de comment on gère les contrastes avec une collectivité riche du fait de la fiscalité EDF et du coup de ce développement de services que ça a pu permettre et une population pauvre. Tout ce qui va être des enjeux environnementaux forts parce que, comme on vous le disait, on est Nord-Gironde, donc on est vraiment en bordure d'estuaire avec des enjeux de préservation environnementale sur le marais, les zones humides, la façade estuarienne qui sont assez forts, et cette présence de centrales nucléaires et une espèce de distorsion avec un volume important d'emplois, mais qui ne bénéficient pas ou peu aux habitants du territoire. Aujourd'hui, ce qu'on se disait, on a 6 600 emplois sur le territoire avec une grosse dynamique de création d'emplois. On a plus 1000 sur 10 ans pour 7000 actifs. Pour autant, on a 1600 inscrits à Pôle emploi. Donc nous, on joue avec cette distorsion-là d'inadéquation classique entre l'offre et la demande, quoi. En matière de création d'emplois, pour vous donner un peu le contexte, malgré tout, on est un territoire extrêmement créateur d'emplois. On est 12e
au niveau du territoire néo-aquitain en matière de création d'emplois sur 158 EPCI. Donc, il y a une vraie dynamique. Maintenant, comme le disait Céline, le travail qu'on tâche de mener, nous, c'est arriver à trouver une adéquation entre la création d'emplois qu'on parvient à créer et que génère ce territoire et la mise en emploi des habitants du territoire. Peut-être... Encore un ou deux éléments, peut-être, si vous avez, sinon... Oui. Ben après, je ne sais pas, nous, du coup, au final, ça va être sur les outils qui ont été mis en œuvre. Hein. Peut-être. On peut peut-être vous dire, du coup... Pardon ? Les outils, on va peut-être en parler après, parce qu'on va être dans l'action... on va être plus sur la séquence suivante, sur la manière dont vous y répondez. Ok, par contre... Allez-y. Par contre, juste, du coup, comme on le disait, la collectivité, malgré tout, nous, elle est créée depuis maintenant 98. Et c'est vrai qu'on l'a vu, la stratégie de l'emploi et du développement économique n'a de cesse de devoir s'adapter, du coup, à l'évolution socio-économique du territoire. Et donc, on l'a bien vu, on est sur une stratégie qui vise à s'adapter dans la mesure où, dans un premier temps, il s'est notamment agi de fournir de la main-d'œuvre locale pour le CNPE. Quand la collectivité a été créée, on avait une forte demande de main-d'œuvre du CNPE. Donc, on a d'abord répondu sur ces besoins-là et force a été de constater que doucement, après, il a fallu malgré tout réorienter la politique pour arriver à accompagner sur de la création d'emplois et de la formation sur les autres métiers et secteurs d'activité en fait, que couvre ce territoire. Merci pour cette première présentation. En tout cas, moi, je retiens qu'une des caractéristiques fortes, c'est qu'il y a la présence de la centrale nucléaire qui structure très, très fortement le tissu économique et social du territoire, avec beaucoup d'emplois directs, puis aussi peut-être et surtout beaucoup d'emplois indirects, et qui génèrent de l'intérim, des mouvements une forme de précarité. Donc, à tout à l'heure, mesdames. Pour la suite, donc, je passe la parole à Alain Robin pour la même question. En quelques minutes, présentez-nous un peu le contexte territorial et socio-économique du Bressuiret. Donc bonjour à tous. Donc nous n'avons pas de centrale nucléaire à Bressuire. Hein. Donc je suis le directeur de la maison d'emploi du Bocage Bressuiret, donc dans le nord-ouest de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec donc le Bocage Bressuiret est construit autour de l'agglomération du Bocage Bressuiret, donc depuis 2014, avec une ville-centre qui est Bressuire. Et on a l'habitude de dire que Bressuire est une des pointes de ce qu'on a appelé le triangle d'or en matière d'emploi entre Bressuire, Cholet et les herbiers. Longtemps, on a parlé de cette région avec un taux de chômage très, très faible. Donc aujourd'hui, d'autres régions nous ont rejoints, mais pendant longtemps, on était une des seules régions avec un taux de chômage avec moins de 6%. C'est un territoire rural, mais c'est un territoire industriel, puisqu'on est un des 5 premiers territoires industriels de Nouvelle-Aquitaine, avec beaucoup d'entreprises à la campagne, marqué fortement par l'industrie agroalimentaire, mais pas que, hein, puisqu'on a aussi tout ce qui concerne le domaine de la menuiserie industrielle, du bâtiment, de la métallurgie. Aujourd'hui, ce territoire, avec ce taux de chômage qui est faible, est marqué aussi par une migration de nouvelles populations pour pouvoir ces emplois qui sont à pourvoir dans nos entreprises. On parlait d'intérim tout à l'heure. Aujourd'hui, les chiffres de ce qu'on appelle les déclarations préalables à l'embauche, c'est 75% aujourd'hui des déclarations préalables à l'embauche sont du travail temporaire. Donc, ça marque fortement la structuration aussi de l'emploi. Pour autant, on a plein d'entreprises qui recrutent aujourd'hui sur du contrat à durée indéterminée. Donc, c'est un territoire qui est un territoire de dialogue, hein, de longue date, hein, puisque aujourd'hui, moi, je suis directeur d'une maison d'emploi, une maison d'emploi qui s'appuie sur en fait, historiquement, deux structures qui sont le comité de bassin d'emploi et la mission locale. La mission locale, l'ancêtre, c'était les PAIO, deux structures qui ont été créées en 81, dans les années 1981-1982, et qui, avec l'arrivée en 2005 des maisons de l'emploi, se sont regroupés dans un bâtiment qui s'appelait déjà à l'époque Maison de l'Emploi. On a été une des 10 territoires où a été labellisé Maison de l'Emploi en 2005. Et puis, au fur et à mesure, comme les actions que portait cette structure, qui était une structure une coquille vide, ce qu'on avait
on avait l'habitude d'appeler ça une coquille vide à l'époque. Nous, on l'a rempli de nos actions. Et puis en 2009, nous avons fusionné ces trois structures, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis directeur à la fois d'un comité de bassin d'emploi et d'une mission locale. Ce qui est la particularité de cette association qui marque aussi notre territoire, c'est que c'est un outil de dialogue social territorial. C'est-à-dire que la composition du conseil d'administration de cette structure, c'est 5 collèges aujourd'hui, c'est le collège du service public de l'emploi, on va retrouver traditionnellement l'État et Pôle emploi, mais on va retrouver aussi bien sûr les collectivités locales, on va retrouver les entreprises à travers le club des entreprises locales et puis les organisations consulaires, on retrouve aussi les organisations syndicales et puis le monde de l'économie sociale et solidaire. Et quand on parle de gouvernance et de dialogue social territorial, c'est pas à 20, puisque la présidence de cette association est assurée alternativement par un membre de ces 4 collèges, et on change tous les 2 ans. Donc pour vous dire, ça va très très vite, mais ça me permet aussi aux acteurs de bien s'imprégner et de bien s'emparer de cet outil qui travaille sur toutes les questions d'emploi, d'employabilité sur le nord de Sèvres. Très bien, merci. Donc, un territoire avec un taux de chômage historiquement et structurellement très bas, ce qui est quand même une caractéristique forte et qui fait peut-être que beaucoup de territoires vous envient sur cet angle-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de territoires. La communauté de communes de l'Estuaire en a un exemple qui ont des taux de chômage bien plus élevés et donc avec des problématiques différentes, on va dire. On va voir comment vous répondez à cette situation tout à l'heure. Donc, j'enchaîne avec la deuxième question. Je reviens vers vous, mesdames. Donc, vous avez une stratégie pour l'emploi sur votre territoire qui découle un peu de ce que vous venez de nous raconter en question, sur la question précédente. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de vos interventions un peu emblématiques qui ont été mises en place pour répondre à cette situation, et puis quel mode de faire vous avez pu emprunter pour vous assurer d'une bonne mise en œuvre effective de ces actions, parce que je vous rappelle que c'est quand même l'intitulé du jour, c'est comment on passe à la mise en œuvre opérationnelle. Donc racontez-nous un peu vos interventions structurantes sur le territoire en matière d'emploi. Du coup, ce qu'on se disait, donc nous, au démarrage, avec les constats, dans tous les cas, de très bas niveau de qualification et les besoins vraiment de mise à l'emploi des populations en local pour EDF, en tout cas au démarrage, un des gros outils qui a été porté politiquement par Philippe Plisson, c'était la création du centre de formation multimétier. Donc, l'idée de départ, c'était de se dire, si les habitants ne se rendent pas sur les lieux de formation, notamment sur Bordeaux, on est à une 60aine de kilomètres de Bordeaux, donc l'idée, c'était d'amener la formation sur le territoire, les gens n'y allant pas. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller se dire, on va aller chercher des opérateurs, la collectivité construit un bâtiment et va chercher des partenariats pour mettre en œuvre la formation en local. Donc avec le centre de formation multimétier qui a été créé en 2000, on a un gros socle d'apprentissage sur les 4 filières qui structurent notre territoire, l'industrie en premier lieu, notamment sur le nucléaire, la viticulture, le bâtiment et plus tard en 2005, la communauté de communes a créé son propre CFA sur le volet commerce. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui soit mutualisée et qui puisse fonctionner sur un socle de base avec 4 CFA et ensuite de l'accueil ponctuel d'organismes de formation sur lesquels on travaille avec le conseil régional pour délocaliser ponctuellement des formations de demandeurs d'emploi sur le site au regard des besoins en emploi sur le territoire. Donc on va avoir des actions autour de l'aide à domicile, autour de la chaudronnerie, du soudage, sur du nettoyage industriel, sur de la remise à niveau bureautique, sur du français langue étrangère, enfin tout un panel d'actions qui au final permettent de pouvoir à un moment donné répondre à un besoin et puis qualifier les habitants sur les besoins. Donc ça, c'est
c'est un des premiers outils. Un des autres outils, ça va être le DevEco, mais on est toujours sur cette logique de partenariat, quoi. Pour compléter en fait ce que disait Céline, ce qui est super intéressant au niveau du CFM, c'est qu'il permet réellement d'ouvrir et de fermer des sessions de formation fonction des besoins en main-d'œuvre locale, que ce soit sur la partie apprentissage ou formation continue. C'est vraiment au regard des besoins en main-d'œuvre locale qu'on crée de la formation et donc fonction des places d'apprentissage proposées par les entreprises avec lesquelles on travaille ici et un peu au-delà aujourd'hui du territoire communautaire. Sachant qu'on peut noter qu'on a des jeunes aujourd'hui qui arrivent d'un peu toute la Haute-Gironde. Toute la Haute-Gironde. On est à 90% au final des jeunes qui habitent dans un rayon de 30 km. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire de la réponse adaptée aux besoins de main-d'œuvre, alors par le biais de la formation, mais pour nos entreprises locales, avec nos jeunes en local, dans la mesure où on a une vraie problématique après de transport et d'accès à la formation dès qu'il est question d'accéder à la formation sur Bordeaux ou d'autres métropoles. Et par rapport à ça, donc là, nous, aujourd'hui, on a 250 apprentis en moyenne. On forme sur 18 diplômes, donc 5 BTS, ce qui, du coup, fait qu'on est un des rares organismes sur la Haute-Gironde à proposer du Bac+2 et du parcours qui commence à aller sur du supérieur. Donc ça fait partie de nos enjeux de toute manière. Il y a ce on disait au départ, on avait un premier enjeu qui était on fournit de la main-d'œuvre en local. Aujourd'hui, on est aussi sur un enjeu de qualifier la population, en fait, pour réduire cette distorsion par rapport au niveau de qualification, donc par rapport à la moyenne régionale. Autre outil après, donc ce qui se passe, c'est qu'on est du coup, la collectivité a scindé le champ du développement économique en 2 compétences et en tout cas 2 directions. Donc comme on le disait, Céline, c'est toute la partie emploi-formation et forcément pour arriver, nous, à structurer en matière de développement économique et notamment créer de l'emploi, mais également pouvoir remettre les gens en emploi, il y a le deuxième pan qui est la partie développement économique, donc c'est la partie dont je m'occupe. Donc, sur le service, on est 5 personnes. Donc, notre métier consiste à travailler une stratégie de développement économique, c'est-à-dire travailler du développement exogène et endogène sur le territoire communautaire. Et pour ça, en fait, on a différents outils. Donc, il y a la partie emploi, formation, vous voyez, il y a un centre de formation. Nous, aujourd'hui, au niveau des outils qui ont été créés en matière de développement économique, on a une pépinière hôtel d'entreprise qui a ouvert ses portes en 2004, qui est aujourd'hui non spécialisée. Notre métier, c'est vraiment accompagner, donc, sur la partie pépinière, des créateurs d'entreprises du territoire communautaire ou au-delà sur leur phase de création. Donc, on fait l'accompagnement amont, et ensuite, on les intègre et héberge pendant 4 ans maximum pour se garantir le bon développement de leur entreprise. Donc ça, c'est la partie pépinière. Sur cette partie-là, aujourd'hui, on a une très bonne dynamique qui nous a permis de tripler la capacité d'accueil du bâtiment. On a adjoint dès 2010 à la partie pépinière une partie hôtel d'entreprise. Donc, cette partie hôtel, nous, elle présente un intérêt, c'est qu'elle a vocation à accueillir et héberger pendant 1 an des entreprises déjà créées qui ont un souhait de développement de leur activité sur le territoire communautaire. Donc, cette partie-là nous permet d'accueillir des entreprises très, très variées. On peut avoir aussi bien des grands groupes qui souhaitent travailler leur implantation sur le territoire. Donc, on a eu par exemple le groupe Honnête qui fait la logistique, qui s'est installé après avec 3 filiales sur le territoire communautaire, que des entreprises après bordelaises qui cherchent aujourd'hui à sortir de la métropole de Bordeaux pour diverses raisons, et du coup qui rentrent au sein de notre bâtiment, donc soit en partie hôtel, soit en partie bureau, soit en partie atelier. On travaille avec elles, du coup, leur arrivée et implantation sur le territoire. Et derrière ça, ils s'installent sur le territoire. Pour la partie installation de territoire, on a 2 zones d'activité.
une zone d'activité avec un parc locatif, pas énorme, mais qui nous permet de venir apporter une solution pour l'arrivée d'entreprises sur le territoire. Et ensuite, on a un parc économique qui, lui, c'est de la zone d'activité classique. On est sur des terrains viabilisés sur lesquels on installe après des entreprises. Ces 3 outils-là, ils présentent un intérêt pour nous, c'est qu'ils nous permettent de faire du parcours immobilier d'entreprise. On va avoir, je suis parachutée sur ce territoire, j'ai besoin de m'installer rapidement. Du coup, la partie hôtel permet de venir tester un marché. Et ensuite, quand ça fonctionne, derrière, les entreprises sont accompagnées sur leur implantation sur le territoire, au même titre qu'on le fait pour ceux qui sont en création d'entreprise. Donc après, l'intérêt sur ces questions-là, donc Magali va forcément travailler à la diversification des emplois et à l'implantation de nouveaux emplois. Et derrière, nous, on refait la boucle avec du coup le service emploi de la communauté de communes qui est aussi hébergé au centre de formation, la partie nos partenaires formation et puis le service public de l'emploi, histoire de pouvoir répondre à différentes échelles. L'idée pour nous, ce qui fait que les choses peuvent fonctionner, c'est justement la multiplicité des outils, leur mobilisation et comment on arrive à adapter une réponse sur mesure à chaque type de demande, que ce soit sur de la petite boîte ou de la grosse implantation. Pour donner un exemple, peut-être le dernier, on a par exemple l'entreprise, pour vous faire un parcours, on a l'entreprise Montero, c'est une entreprise familiale de maintenance industrielle qui était dans l'Est de la France, une entreprise comme ça. Moi, je la capte sur un projet de développement d'activité ici. Je les ai intégrés en partie hôtel, le temps de bosser avec eux, c'est-à-dire une année. Leur développement, alors après, ils avaient déjà des perspectives marché avec le CNPE. Pour autant, l'idée, ça a été de voir comment les intégrer sur le territoire. Donc là, en une année, on a bossé pour eux l'acquisition d'un terrain et l'obtention d'un permis de construire. En parallèle, cette entreprise, dans la mesure où elle commençait à avoir des marchés au niveau du CNPE, d'office, on s'est mis à travailler avec le service emploi, qui après, lui, travaille avec l'ensemble du service public de l'emploi local et le conseil régional sur les parties financement notamment, et la partie formation pour voir comment nous allions réussir à accompagner l'entreprise pour qu'elle trouve sa main-d'œuvre en local. L'enjeu pour nous étant, à chaque fois qu'on fait venir une entreprise sur ce territoire, de se garantir qu'on puisse faire pourvoir un maximum d'emplois par nos locaux. Et donc là, c'était une 50aine d'emplois à peu près sur lesquels on a travaillé, aussi bien sur la partie accompagnement au recrutement. Et puis après sur la mise en place de formation pour les postes restants qui ne pouvaient pas être de suite pourvus par de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà, donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut tenter et on tâche de le faire sur tout secteur d'activité. On va s'arrêter là pour l'instant. On va revenir sur les actions tout à l'heure dans les débats. Merci, mesdames, pour ces éléments de réponse. Donc, je me tourne vers Alain donc, pour la même question. Finalement, quelles actions, quelles interventions emblématiques illustrent un peu votre action à Bressuire pour répondre aux enjeux du territoire? Alors déjà, pour répondre directement à Lucie dans le chat, moi, quand je parle de la Maison de l'Emploi aujourd'hui, la Maison de l'Emploi aujourd'hui regroupe les activités de la mission locale et du comité de bassin d'emploi, puisqu'on a fusionné en 2009, donc c'est bien plus qu'une seule association. Mais quand là, je vais vous retracer, je retrace 40 ans d'histoire pratiquement, puisque les 2 premières associations ont commencé en 81 82. 2 ou 3 actions emblématiques. Et quand on parle de mise en œuvre opérationnelle, vous allez comprendre comment ça naît. On est sur un instance je répète, de dialogue social territorial où les gens ont appris à se parler et à travailler ensemble. La première action emblématique, moi tout de suite, c'est 2002-2003. On a le même jour au tribunal de commerce de Niort 2 entreprises du territoire qui déposent le bilan et qui sont liquidées. Une entreprise de confection de 150 personnes, une entreprise de transport
1800 personnes, mais avec un siège social à Bressuire, et donc là aussi entre 250 et 300 personnes. Donc c'est un choc pour un territoire quand de suite près de 600 personnes sont au chômage sur son territoire, et les acteurs autour de la maison d'emploi se réunissent et disent mais qu'est-ce que collectivement on peut faire ensemble pour aider ces gens, puisque 600 personnes qui sont au chômage le même jour, forcément, tous les acteurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient chefs d'entreprise, connaissent ou leur sœur, ou leur tante, ou leur frère, et ont envie de se mettre autour de la table pour travailler. Et le fait que nous avions, nous, cette connaissance à travers des actions du territoire, à travers des actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, ont fait qu'on a été légitime et on a pu mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque la plateforme territoriale de reconversion et de reclassement. Et tous les acteurs ont ensemble travaillé autour de cet outil, y compris à l'époque ce qu'on appelait l'ANPE, les ACDIC, qui sont venus aussi mettre leurs aides aussi dans cet outil-là, qui a fait qu'on a obtenu des résultats et qu'on a obtenu cette légitimité pour conduire derrière d'autres actions. Mais la mise en œuvre opérationnelle a été possible que parce que les acteurs se sont mis ensemble autour de la table pour résoudre ce problème qui frappait le territoire. Et de fil en aiguille, on a eu, au final, sur un bassin porteur, mais on a eu un taux de reclassement qui était supérieur à 80%, donc qui était plutôt intéressant. Et puis derrière, d'autres entreprises ont eu ces difficultés, donc sont venus agréger. Donc c'est près de 1000 personnes qui ont pu bénéficier à l'époque de ce dispositif, a fait qu'on a eu cette légitimité. Et cette légitimité, on l'a retrouvée derrière dans toutes nos actions, c'est-à-dire que spontanément, quand on a soit une problématique, soit une difficulté, on se retourne vers la maison d'emploi en disant, ben voilà, collectivement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? 2013, quand Patrick Valentin a eu son projet Territoire zéro chômeur de longue durée, il est venu sur le territoire, il a rencontré les acteurs du territoire, les élus, le maire de Mauléon à l'époque, et qui était un projet utopique. Les élus ont un petit peu, entre guillemets, botté en touche en disant ça, c'est un problème de la maison de l'emploi. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Les composantes de la maison de l'emploi se sont réunies. Alors d'abord, ils ont été interrogés individuellement. Les quatre collèges ont été interrogés individuellement. Il y a eu des réactions assez diverses entre l'économie sociale et solidaire qui était un petit peu dubitatif mais très intéressé, entre les syndicalistes qui étaient plutôt partants, des chefs d'entreprise qui étaient plutôt sur la réserve. Quand ils se sont retrouvés autour d'une table pour parler de ce projet-là, ils ont dit « c'est intéressant, on est peut-être sur un territoire où il y a un taux de chômage faible, mais on a toute une population de personnes qui n'arrivent pas à retrouver un emploi. Et si c'était la solution, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour... » Et collectivement, ils ont dit on va essayer. Donc voilà, c'est ce dialogue qui fait qu'arrive un moment, on prend une décision et on essaie, et ça permet derrière une mise en œuvre opérationnelle beaucoup plus facile, puisque l'ensemble des acteurs ont validé le fait d'y aller. Et donc, en tant que technicien, on a après la légitimité pour porter cette action sur le territoire. De manière plus pragmatique, il y a 3 ans, on a toujours d'ailleurs un problème de la mobilité, comme l'ont plein de territoires, mais on n'avait pas de parc mobilité. Et les chefs d'entreprise nous disaient, on a des personnes qu'on pourrait recruter, mais ils n'arrivent pas à venir chez nous. De la même manière, les structures d'insertion nous disaient, on n'arrive pas à faire en sorte que ces personnes aillent dans les entreprises. Autour d'un conseil d'administration, après avoir fait le constat qu'aucune structure ne voulait porter cet outil-là, les administrations ont dit, c'est à nous de le prendre, c'est à nous d'y aller. Et on a mis en place un parc mobilité. Alors après, si c'est trouver les financements. Hein. J'ai vu qu'il y avait la question des financements dans le chat. Après, c'est comment on va chercher des financements. C'est pas tout le temps facile, mais quand on a collectivement la volonté d'y aller et qu'on a tous les acteurs du territoire qui sont prêts à porter, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, quand on parle de mise en œuvre opérationnelle, elle naît de cette volonté collective et que tous les acteurs soient d'accord pour y aller. Donc, moi, si je résume un peu, l'accident industriel assez terrible du début des années 2000, finalement, c'est un déclencheur sur une... Alors, il y avait des épisodes avant, mais c'est un déclencheur pour faire en sorte que les acteurs se resserrent les coudes et partagent la vision et produisent des solutions communes. En tout cas, ça a cristallisé
à un moment donné, tout le travail qui avait été fait les 15 premières années autour de ce dialogue social territorial pour faire en sorte que les gens, ce soit assez facile qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils portent collectivement une action, et que cette action, une fois qu'elle a produit ses fruits, montre à l'ensemble des acteurs que oui, voilà, on est ensemble capable d'agir et d'arriver à des résultats. Je vais proposer à James de nous retrouver. Je vous invite à passer par l'arrière. Et on poursuit les échanges parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur les actions des uns et des autres. Mais du coup, je vais peut-être proposer à James de réagir à chaud à ce qu'il a entendu de la part des deux territoires au regard de votre intervention, je dirais, introductive, au regard de tous les éléments que vous avez en tête, quoi. C'est très riche d'enseignements, très beau retour d'expérience. Merci pour ce partage. Certes, mon rapport d'étonnement, en fait, il est... je retiens en fin de compte que quand on est confronté à des situations difficiles, qui est l'écart entre les besoins des entreprises et un manque de qualification, et quand on creuse les causes profondes de ce manque de qualification, on peut aller chercher très loin, passer du temps, et il y a tout de suite une volonté de passer à l'action et de se dire, on y va, on a un centre de formation et on a créé cet outil. Quelque part, il y a eu une anticipation pour répondre à un premier besoin, et ensuite on a en tête une volonté, le mot a été souvent repris tout à l'heure, d'agir pour se préparer à un futur. Je reviendrai sur les résultats. Ce que je retiens aussi, c'est, et ça répond en partie aux questions posées par le chat, pour avancer, il faut être ensemble. On ne peut pas avoir une démarche isolée et se dire d'un seul coup, qu'est-ce que je peux faire? Ça nous tombe dessus. Et là, il y a la volonté d'y aller ensemble, d'accepter le changement, d'accepter, OK, il y a un choc, il y a la fermeture d'une entreprise, dans des entreprises, mais on a su anticiper, cet événement cristallise, mais cet événement devient catalyseur d'un rassemblement, de pouvoir libérer cette capacité de se fédérer et de trouver des idées. Je retiens aussi, ça laisse une grande liberté à expérimenter, à essayer et d'avancer ensemble. Donc, pour répondre au chat aussi, c'est comment on dit, une question qui est posée sur la zone d'inconfort. En fait, oui, il y a de l'inconfort. Les personnes qui ont perdu leur emploi, c'est de l'inconfort. Le chef d'entreprise qui a perdu son entreprise, c'est de l'inconfort. Les élus qui comptaient sur ces entreprises dans leur cadre de leur dynamique économique, c'est un inconfort. Mais, plutôt pas mais, et d'un seul coup, c'est l'occasion d'avancer ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils, on a un centre de formation, on a un historique, une légitimité de savoir-faire, une connaissance du terrain reconnue par les élus, les chefs d'entreprise, et on a la capacité de développer un accompagnement intégré, comme j'ai bien écouté à l'estuaire, un accompagnement au développement économique. OK, ton projet n'est pas totalement ficelé, viens, on t'héberge. Et on essaye ensemble. Ça marche, tant mieux. On se prépare, on a des terrains. Peut-être on va y revenir sur ces notions-là, mais voilà. Moi, ce que je retiens, c'est cette mobilisation de l'ensemble des acteurs, où à un moment donné, il est plus facile de prioriser. Parce qu'une question est posée sur le chat, c'est comment prioriser si on a l'habitude de travailler ensemble, si on a par la relation de confiance, cette légitimité ancrée sur un territoire, il est plus facile, en fin de compte, de prioriser des plans d'action parce que les égos personnels sont restés à l'entrée, hein, et qu'on rentre dans une salle, c'est l'intérêt collectif qui prévaut plus que la somme des intérêts individuels. Donc c'est ça que, à mon avis, qui me paraît vraiment, à vous écouter,
un facteur clé aussi et qui prolonge l'action dans la durée et qui vous permet aussi de pivoter, de ne pas s'arrêter à une première action et de prendre en compte les expériences vécues. Voilà, d'où l'intérêt des échanges comme aujourd'hui. Merci James. On poursuit les échanges. Je retourne peut-être vers les estuaires. Céline et Magali, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, vous, de la manière dont vous travaillez? On a bien compris la présence de la formation comme étant un levier très très fort chez vous, et puis la connexion économie-emploi que vous incarnez, je dirais, physiquement toutes les deux ce matin. Et comment vous travaillez sur les questions d'emploi par rapport au partenariat? Est-ce que vous avez des espaces de travail communs, on pourrait dire de dialogue, comme à Bressuire? Comment ça se joue, cette gouvernance sur l'emploi? Alors, du coup, il va y avoir plusieurs niveaux d'intervention et plusieurs échelles, en fait. Nous, au départ, autant Magali que moi, on est vraiment de l'agent de terrain, quoi. Donc, nous, notre boulot de départ, c'est vraiment de faire de l'accompagnement et donc de connaître les demandeurs d'emploi de notre territoire, les entrepreneurs du territoire. Et c'est avec déjà cette mutualisation de connaissances de nos habitants que derrière, on a développé des solutions collectives pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc après, les éléments de concertation, c'est un petit peu à tous les étages, à la fois en interservice dans notre collectivité et après avec tous les partenaires dont à un moment donné, on a forcément besoin et dont c'est la compétence. On va avoir les commissions éco de ton côté, tu vas avoir toutes les programmations des unes des autres sur nos programmations d'action. Sur le parcours Créa, tu as tous les partenaires que tu mobilises, je te laisse en parler. Mais... En fait, comme le dit Céline, il y a notre travail, nous, de connaissance du territoire et les bonnes relations avec une majorité des entreprises, mais il y a aussi après tout le travail avec les partenaires avec lesquels notre travail consiste à être force de proposition, bien souvent pour proposer des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils qui permettent de répondre aux besoins des entreprises. Et au-delà de ça, après, il y a la partie... Et aux besoins des structures, au final, parce que nous, on a quand même, malgré tout, toute cette souplesse-là, la feuille de route, on l'écrit au fur et à mesure. Donc, on n'a pas d'injonction structurelle. Donc, forcément, quand on est dans cette posture de je viens combler les trous dans le filet, quoi. En fait, notre travail, c'est vraiment ça. C'est identifier où il y a des besoins, des manques, et derrière, proposer un outil. Typiquement, je vais donner un exemple. Sur la partie création, il y a quelques années, ont été arrêtées sur les territoires ruraux les réunions d'information à la création d'entreprises. Pour se garantir qu'une entreprise crée dans de bonnes conditions, il nous semblait opportun, malgré tout, qu'elles aient justement une information la plus complète possible sur qu'est-ce que créer et comment bien créer. Et donc, dès que ces réunions d'information ont été arrêtées, on a travaillé pour voir comment nous pouvions prendre la main sur ça pour se garantir le maintien d'une information collective, parce qu'après, on fait l'accompagnement individuel, mais le collectif est une nécessité, je trouve, dans le cadre de la création d'entreprise. Donc, on a créé ce qu'on a appelé le parcours de Créa. Et donc, tous les lundis matins, depuis maintenant, ça fait 7 ans, on a tous les lundis matins, et ce sur 5 thèmes, un parcours de la création qui est proposé, qui est gratuit à l'ensemble des personnes qui ont une idée ou un projet de création. Donc, les personnes s'inscrivent et elles vont bénéficier 5 lundis matins de suite d'une information sur un thème. Donc, il y a c'est quoi être créateur, comment je fais mon étude de marché, comment je fais mon business model, etc. Je bosse ma com, etc. Exactement. On a un atelier après sur le marketing, la stratégie commerciale et la question des financements. Ça n'empêche en rien à côté l'accompagnement individuel. Malgré tout, pour réussir à monter ce parcours-là, ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a interpellé, une fois qu'on a défini ce dont nous aurions besoin, on a essayé de voir quels partenaires étaient prêts à venir animer ces ateliers à nos côtés. Et on se retrouve aujourd'hui avec chaque atelier co-animé par 2 partenaires.
ils viennent gratuitement, hein, ils viennent parce que ce sont des partenaires, ils viennent gratuitement le lundi matin. Nous, on en prend une partie aussi au niveau du service de développement économique. Malgré tout, le résultat est plutôt probant. Si on avait travaillé chacun dans notre coin, on ne réussirait pas, je pense, aujourd'hui, à réunir sur un seul et même lieu 120 personnes à peu près chaque année qui viennent comme ça participer à un parcours de la création. Sur chaque session, on est sur une douzaine de porteurs de projets à peu près. Et ça, pour le mettre en place, c'est pas uniquement du coup le champ de l'économie qu'il a travaillé, et donc moi toute seule, parce que en prescripteur, forcément derrière, je me retrouve avec le SPEL par exemple, le service emploi, donc aussi bien le service emploi de la communauté de communes que Pôle emploi, que Cap emploi, toutes ces structures en fait qui elles vont recevoir des personnes qui se posent la question de peut-être créer leur propre emploi. Et donc, ils deviennent prescripteurs sur un parcours que moi, on anime avec les structures d'accompagnement au développement économique. Donc, voilà, en fait, les choses sur lesquelles on va venir nous poser des outils quand on se rend compte qu'il n'y a soit plus la réponse, soit pas la réponse. Et après, on adapte les outils au gré des besoins, quoi. C'est ça. Du coup, nous, et sur l'emploi, sur nos programmations, de la même manière, ça fonctionne pareil. Aujourd'hui, on n'a pas de partenariat financier avec nos partenaires. Les gens viennent tenir de la permanence gratuitement parce que derrière, nous, en posture, on va gérer un petit peu la logistique, l'accueil, les inscriptions. Au final, faciliter le travail de nos partenaires pour avoir une présence sur le territoire. Donc, je pense que ça compte vachement aussi dans la posture et la relation qu'on a à nos partenaires. On est au service d'eux et on se met d'accord sur est-ce que ça répond vraiment aux besoins, est-ce que tout le monde y trouve un intérêt, et une fois que ce travail-là est fait, après ça roule, quoi. Ce que j'entends, madame, pardon de vous couper, il y a un petit décalage, c'est que finalement vous avez une intervention un peu au fil de l'eau et que vous adaptez votre portefeuille de réponses un peu en suivant les besoins de manière la plus réactive possible. C'est un petit peu ce que je retiens de ce que vous dites. Je vais peut-être revenir vers Alain, puis on fera un échange. Peut-être revenir sur d'autres actions qui marquent, qui caractérisent votre intervention. Quand on a préparé cet entretien, on avait parlé des questions d'orientation et de la jeunesse. Je sais qu'il y a pas mal d'actions qui sont proposées. Est-ce que vous pouvez en parler et puis de voir comment les partenaires sont présents et, j'allais dire, et responsables, c'est-à-dire partie prenante active dans la mise en place? Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs actions autour de ces questions d'orientation, de formation. Une des plus emblématiques, c'est quelque chose qu'on a démarré en 2007. C'est ce qu'on appelle le carrefour de l'orientation, de la formation, de l'emploi et des métiers. C'est vrai que sur un territoire rural, donc ouvrier, où il était compliqué d'ouvrir le champ des possibles pour tous les jeunes sur notre territoire, on s'est posé la question avec les partenaires et notamment avec le CIO à l'époque, de savoir comment on pouvait travailler ces questions d'orientation. Et on a fait tout simplement un salon de l'orientation, un carrefour de l'orientation, de la formation, de l'emploi et des métiers, mais en associant aussi les acteurs du territoire. C'est-à-dire que quand on parle de métier, c'est des personnes qui viennent sur leur temps libre parler de leur métier. On a 200 à 300 personnes qui viennent sur une journée parler de leur métier. Donc c'est une grosse manifestation, mais on n'a pu la réaliser que parce qu'on l'a fait de manière partenariale. C'est-à-dire que, je reviens au thème, la mise en œuvre opérationnelle, elle n'est possible, seul on ne peut rien faire, et on ne peut le faire que parce qu'on arrive à associer des personnes. Alors le risque, on le prend, c'est nous qui prenons les risques. Tout à l'heure, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait comment les partenaires peuvent sortir de leur zone de confort. Mais nous, en fait, on prend le risque. C'est toujours nous qui supportons le risque, mais on ne fait jamais quelque chose seul. On le fait toujours avec des partenaires. Et là, c'était important parce qu'il fallait aussi, pour que ce soit possible, il fallait que les acteurs de l'éducation nationale, notamment, publics et privés, on arrive à les faire travailler ensemble sur cette action-là. Et c'était un peu une gageure, mais en même temps, on a réussi à les mettre autour de la table et à faire en sorte que tous ces acteurs-là participent à la construction de cette action, et donc à faire en sorte que derrière ça fonctionne, quoi, et qu'aujourd'hui c'est incontournable.
Est-ce qu'il vous arrive parfois dans cet instant, au sein de la Maison de l'Emploi, qui réunit tous les partenaires du territoire, public-privé, qu'il y ait des divergences de vues, du débat, à un moment où ça frotte, et peut-être avec des vues divergentes sur, pas forcément le diagnostic, mais peut-être les réponses à apporter, et comment finalement vous arrivez à reboucler et à atterrir en prenant des décisions collectives qui font au final consensus? Alors, il y a des débats, il n'y a jamais de gros débats, de choses, de positions fermes, mais effectivement, il y a des débats. Et en fait, on y arrive. Moi, j'ai en tête quelque chose qui me ramène au primaire. Hein. Quand j'étais à l'école, on parlait du plus petit dénominateur commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. En fait, quand on est en primaire, on ne comprend pas à quoi ça sert, le plus petit dénominateur commun. Mais quand on est dans un débat, quand on est sur une thématique, c'est ça, en fait. C'est sur quel point tout le monde est d'accord. Et quand on a trouvé ce point-là, on travaille sur ce point-là, et on s'aperçoit que le cercle, il s'agrandit assez rapidement, et que ça nous permet, nous, après, en tant que techniciens, une fois que les acteurs sont d'accord sur la manière d'agir, sur ce dont on va agir, et comment on va agir, et après, c'est beaucoup plus facile à porter l'action. Mesdames, les dames de l'estuaire, et après James pourra réagir. Peut-être un commentaire si vous avez envie de dire des choses, et une question aussi. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la mobilité, parce qu'on sent que c'est un enjeu fort par rapport à l'enjeu du désenclavement du territoire, que le centre de formation, c'est évidemment, mais qu'il y a sûrement d'autres actions qui ont été mises en place pour répondre à cet enjeu de mobilité qui est assez fort chez vous. Oui. Donc, dans tous les cas, par rapport au centre de formation, il y avait déjà, cette question de le créer en proximité, avec derrière, forcément, la mise en place d'un bus. Comme notre socle, ça reste l'apprentissage, on va avoir majoritairement un public mineur, donc sans solution de mobilité individuelle. Donc, là-dessus, avec les autres collectivités de Haute-Gironde, l'idée, c'était de mettre un service de transport et de ramassage scolaire qui est pour le coup directement financé par les intercommunalités. Par ailleurs, on a pu travailler avec nos partenaires dans le cadre d'une opération qu'on avait menée en 2013, s'appelait les États généraux de l'emploi, développer tout ce qui était plateforme de mobilité, histoire de faire du diagnostic individuel. On a été point relais sur de la location de véhicules, et à un moment donné, on s'est retrouvé aussi avec des personnes, une espèce d'arlésienne de garage solidaire sur le territoire, et où dans les demandeurs d'emploi que le service accompagnait à un moment donné, on a eu 2 personnes qui souhaitaient s'investir dans ce projet-là. Donc là-dessus, nous, sur le volet emploi, on a un peu ouvert les portes de nos partenaires et de nos réseaux de prescripteurs pour pouvoir accompagner la mise en place de ce projet-là. Et puis, le service de développement éco les a accompagnés sur la construction du modèle économique et social, histoire de pouvoir apporter une solution à des problématiques. Donc aujourd'hui, on est sur un garage solidaire où il y a 4 postes sur de l'administratif et forcément de la mécanique. Et puis... C'est un outil qui a trouvé sa place parce que entre la question des réparations à bas coût et l'offre de vente de véhicules à bas coût aussi, on est sur un outil qui vient pas répondre à toutes les problématiques de mobilité, mais pour autant... permet déjà une nouvelle solution, d'apporter une solution complémentaire, en tout cas à ce qui était préexistant. C'est ça, donc après, mais de la même manière que pour le reste, au final, ils se sont retrouvés là, et on s'est dit, du coup, on va les aider à monter le garage. On a besoin aussi. Voilà. Mais, Merci.
Merci mesdames, pardon de vous couper. Alain, sur la mobilité, un petit mot en miroir peut-être, ou en, je sais pas, en complément? Alors effectivement, la mobilité, mais je vous rejoins, hein, et je rejoins l'Arlésienne du garage solidaire, hein. Nous aussi, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est comment on y va sur ces questions-là. La mobilité, c'est une problématique, effectivement, et le fait à un moment que les administrateurs ont dit on va porter un parc mobilité, donc schématiquement, hein, on achète des scooters, des voitures et on les met à la location. Ça nous a permis de rebondir sur derrière le conseil en mobilité. On s'aperçoit que c'est aussi important que de louer des véhicules. Et puis aujourd'hui, sur une auto-école associative, on est auto-école associative. Et là aussi, ça fait l'objet de débats, hein, en conseil d'administration pour dire, OK, vous le faites, mais pourquoi vous le faites? Et surtout, ne faites pas concurrence au monde économique. Donc, voilà, c'est toujours un aller-retour avec le conseil d'administration pour savoir jusqu'où on peut aller en fonction des problématiques du territoire. Mais la mobilité, c'est récurrent, c'est vraiment une difficulté. James, une réaction? Alors, une réaction spontanée, c'est en fait, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Et au contraire, le sourire tout à l'heure de Céline, dire la personne vient, elle a son projet, on le connaît, on part d'un terrain connu, c'est le monde de l'entreprise, c'est votre territoire que vous connaissez, et votre curiosité sûrement aussi, qui avance au fur et à mesure. On connaît tous les périodes d'incertitude aujourd'hui qui sont devant nous, et à aucun moment vous en avez parlé de ce mot incertitude, à aucun moment vous avez parlé du mot problème. Vous avez parlé plutôt de situation. Donc vous avez puisé sur vos forces, c'est ça qui est assez réjouissant. Moi je retiens ça, et sans reprendre tout ce qui s'est dit, travailler ensemble, et on en vient à une notion forte que vous avez bien cerné, comment dire, une fonction qui est la vôtre, qui est être à la fois animateur, accompagnateur, j'ose dire tout à l'heure, Alain, facilitateur, en démarche collaborative. Et peut-être vous êtes en train de créer la future formation pour les futurs chargés de mission, développeurs économiques, créateurs d'outils de demain du territoire, au-delà de toutes les ressources que vous nous apportez aujourd'hui et qui vont enrichir votre capital, capital humain et capital de connaissances. Moi, je voudrais vous poser une question. Quelles seraient les bonnes qualités d'un animateur, d'un accompagnateur et d'un facilitateur au développement économique, au développement de la formation? Et pour y répondre, parce que vous vous appuyez sur vos forces depuis tout à l'heure, essayez de vous souvenir d'un fait, d'un événement qui a apporté un résultat probant. Alors souvent, à aucun moment on vous a pas trop embêté avec des chiffres, hein. C'est combien les personnes qui ont été formées, ça. Bon, mais quelles ont été pour vous la plus belle des réussites? Pensez à celle-ci, et à un moment donné, quelles ont été, sans fausse modestie, votre contribution, les compétences que vous avez apportées vous-même, les dames de l'estuaire, mesdames, et Alain. Je pense que ça peut vraiment intéresser nos amis qui nous écoutent. Donc les qualités de l'animateur, animatrice, développeur, développeuse, et puis peut-être des résultats, mais par l'anecdote, un peu par le sensible, qui vous apporte de la satisfaction dans vos pratiques professionnelles. Céline et Magali, à chaud. Alors on n'en a pas parlé. Moi, j'ai eu la chance de porter un dossier parce que j'ai eu une confiance politique aussi, je crois. Quand je suis arrivée, en fait, il n'y avait pas de stratégie véritablement définie de développement économique. Et j'avais proposé parce qu'on livrait une zone d'activité, il y avait une pépinière, mais par contre, comme je leur avais dit, c'est pas parce qu'on a des outils que les entreprises vont venir. Donc, il a fallu absolument, à mon sens, qu'on travaille sur quel type de filière je vais aller chercher et comment on va pouvoir développer ce territoire. Et en fait, on avait, comme je disais, on a la centrale nucléaire qui est présente sur le territoire, et par contre, nous avions très, très peu d'entreprises qui étaient véritablement installées sur site. Je ne suis pas de ce territoire-là, je suis de l'Est de la France, et autour de la centrale vers où j'habitais, moi, c'est des zones d'activité à n'en plus finir, tout secteur d'activité qui sont venus s'implanter. Et donc, très rapidement, j'ai proposé qu'on essaie au moins au démarrage de capitaliser sur la présence de la centrale.
Après, au-delà de ça, c'est pas parce qu'on disait qu'on était un territoire qui accueille des entreprises du nucléaire qu'elles allaient venir. Donc, il a fallu que je trouve une solution pour qu'on soit connu au niveau national. Et après avoir fait un peu de benchmark, très rapidement, je me suis rendu compte que il n'y avait aucune structure sur l'innovation nucléaire. Il y a un pôle de compétitivité qui est à Chalon-sur-Saône et rien du tout sur la partie innovation. Donc, j'ai proposé à Philippe Plisson, mon président de l'époque, qu'on travaille à la mise en place de la structure de l'innovation nucléaire sur notre territoire. Et j'ai eu la chance qu'ils me disent d'accord. Et partant de là, en fait, il a fallu... alors, vous parliez des qualités, je pense qu'il faut oser être un peu peut-être fou de temps en temps et proposer des choses. Petit côté kamikaze, clairement. Un peu kamikaze, parce que je m'attaquais à EDF et tout d'un coup, j'ai dit, tiens, on va faire la structure de l'innovation. Faut peut-être avoir la capacité d'avoir des bonnes relations avec pas mal de gens et après, savoir embarquer d'autres gens un peu kamikazes dans l'idée. Parce que ça, après, pour le mettre en place, forcément, il a fallu convaincre le directeur de la centrale de l'époque, des collègues au niveau du conseil régional, parce qu'ils avaient aussi derrière les capacités de financement. Enfin, et juste le Centre national du nucléaire. Et puis, comme dit Céline, après, le Centre national de la maintenance nucléaire, donc Paris, de cette idée-là, ça a été pas mal de travail, plusieurs années pour réussir à montrer l'intérêt, en fait, pour tout le monde. Et donc, ça, juste très rapidement, encore une fois, je pense que ça passe aussi par des rencontres et des gens qui sont prêts à tenter des histoires, parce que sur ce dossier-là, ça a été rendu possible parce que ici, le directeur de la centrale a suivi l'idée. Rapidement, au niveau national, on m'a dit, allez-y, on verra bien. Et surtout, derrière, j'ai réussi à mobiliser avec l'élu de l'époque 5 industriels, donc Areva, enfin, des personnes qui, à un moment donné, ont dit pourquoi pas, on pourrait tenter. Et le conseil régional. Et il nous a fallu 2 ans pour monter cette structure, mais aujourd'hui, au sein de la pépinière, en fait, on a le cluster Euclide, qui est le cluster national de la maintenance nucléaire, donc qui travaille tout ce qui est innovation et notamment sur tout ce qui est digital dans la maintenance nucléaire en France. Voilà. Donc ça, c'est une petite satisfaction. Merci. Alain, une réaction, une réponse à la question de James Alors, spontanément, mais ça va pas vous surprendre, moi le plus grand plaisir en tant que technicien par rapport à un projet qu'on a porté, c'est celui qui m'a mis le plus de doutes, il m'a gâché presque un été, ces territoires urgents de longue durée. Quand les administrateurs en 2014 disent OK, on y va, il n'y a rien, et vous savez que vous allez devoir rencontrer des gens qui vont mettre beaucoup d'espoir sur ce projet-là, alors qu'il n'y a pas de projet de loi. Mais quand le 3 janvier 2017, l'entreprise ouvre ses portes et que le matin, vous avez 15 personnes qui embauchent et qui ont une banane pas possible, c'est vrai que ça remue à l'intérieur. Et je pense que la plus grande joie en tant que technicien sur ces 30 dernières années, c'est celle-ci. Parce qu'on a créé un groupement d'employeurs qui a aujourd'hui 80 personnes, parce qu'on a créé d'autres structures, mais c'était pas pareil que là de voir des gens qui vous ont accompagné, qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. Ça mobilisait plein de personnes, mais le jour où ils embauchent vraiment, il y a un film qui montre comment ils sont contents. Ça fait vraiment plaisir. James, un commentaire? Un commentaire, c'est force de mobilisation qui s'appuie sur, tout à l'heure vous l'avez évoqué, il n'y a pas trop de millefeuilles. Moi j'aime beaucoup le millefeuille, mais il n'y a pas beaucoup de millefeuilles dans vos territoires. C'est ça que vous travaillez ensemble. Et je pense que c'est aussi une belle force. Travailler ensemble, c'est accepter nos différences, nos diversités, et de s'ouvrir. Je retiens l'innovation, un maître mot, l'innover, et le mot spontané de dire pourquoi pas, on verra bien. Et souvent on est extrêmement surpris par on le verra bien. Vous évoquiez tous les trois le garage solidaire. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont démarré leur projet de développement dans un garage. Et on en connaît quelques-uns qui sont souvent connus
mais il y en a beaucoup plus qu'on peut imaginer. Des personnes qui ont démarré avec peu de choses, avec peu de moyens financiers, et qui ont eu des idées merveilleuses, en fin de compte. Et je pense que c'est aussi ce qui amène ce passage à l'action. C'est se dire qu'on s'affranchit, en fin de compte, de beaucoup d'obligations, en se disant, je ne peux pas démarrer, j'attends quelque chose. Tous les trois, vous avez pu enclencher et actionner vos projets parce qu'il y a eu une décision. Il y a des décideurs. Et quelqu'un a pris une décision. Mais ça, c'est la phase amont. C'est la phase amont, la préparation de la feuille de route. Mais il faut un décideur, quelqu'un qui pilote le projet, et puis vous le prenez en main. Avec votre force de conviction, il faut faire le tour des popotes, et puis constamment expliquer, réexpliquer, surtout aux nouveaux venus qui arrivent dans les collectivités, qui arrivent en tant qu'élus, et qui ont besoin d'adhérer, de s'approprier tout ce que vous avez pu semer et engranger. Voilà. Ce que je retiens comme étonnement, je regarde en même temps l'emploi du temps, mais en même temps, je pense que je me rappelle un peu toutes les chats qui ont été posés. Demain, j'ai une question aussi. Demain, la qualification. Comment, avec tout ce qu'on vient de dire, votre force de conviction, votre mobilisation, quels seraient vos souhaits? Demain, il y a un garage, il n'est plus l'Arlésienne, c'est le garage de demain, le garage qui va permettre de faire plein de choses. Il est comment? Donc on se projette sur demain, sur la réalisation de demain, et puis j'aurais même envie d'ouvrir, ce sera peut-être la dernière question, vous avez chacun au moins 2 minutes pour répondre, l'enjeu sur lequel votre territoire a envie de se mobiliser sur ces questions d'emploi, peut-être avec les évolutions de la société d'aujourd'hui. Donc comment on se projette demain à travers une réalisation peut-être, et les enjeux qui bougent tout le temps par définition. Allez Alain. Oui, c'est multiple. Quand on parle d'emploi, on parle de qualification, c'est vrai que nous, sur un territoire où il y a de la migration, on a une nouvelle population qui arrive, donc c'est comment on insère ces nouvelles populations, mais comment on répond aussi à toutes les questions qui sont le logement, qui sont la garde d'enfants, qui sont la mobilité, on a parlé. Il y a encore plein de choses à travailler et ça va au-delà toujours de la question de l'emploi, puisque quand on touche l'emploi, on fait du 360 degrés à chaque fois, parce qu'il ne s'agit pas simplement qu'une personne rentre dans une entreprise pour qu'elle rentre dans une entreprise et pour qu'elle y reste. Il y a plein de choses qui se jouent autour, et quand on prend le prisme de l'emploi, on touche pratiquement tous les secteurs de l'activité économique et l'activité personnelle. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Céline et Magali, pour le dernier mot, sur une projection, à travers un projet ou à travers les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Des envies aussi. Sur les projections, sur les aspects de la formation, nous, on est en train d'essayer d'avancer sur 2 champs, dans tous les cas, aller se dire comment on bosse avec les collèges sur tout le volet décrochage scolaire, et en même temps devenir un territoire sur lequel on peut faire du bac+5 aussi, et aller sur tout ce qui va être des outils de type campus numérique, histoire de se dire, en fait, on bosse sur tous les niveaux de la chaîne, et en même temps pouvoir réussir à être habilité, nous aussi, territoire zéro chômage de longue durée, sur lequel on bosse depuis quelques années, sans être habilité pour le moment. Donc là-dessus, ça fait partie aussi dans des projets sur lesquels on travaille avec Magali et nos collègues du service développement durable, à savoir la construction d'un SMIC Valmarket solidaire, en mode déchetterie nouvelle génération et atelier de réemploi pour lutter aussi, nous, sur ce volet gestion des déchets qui faisait partie de ces points-là. Donc, continuer à créer de l'emploi qui soit adapté aux personnes les plus fragiles, en tout cas, et en même temps avoir ce volet, continuer à mêler ça, se dire, du coup, on va sur du haut de gamme en visibilité, lisibilité du territoire, et en même temps, on prend en considération les plus fragiles de notre territoire. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Merci Magali et Céline. James, un dernier mot qui ne sera pas vraiment une conclusion, parce que le chantier n'est
pas fermé, loin de là. Je suis à la fois admiratif et conquis par vos envies et vos volontés. Je pense qu'on gardera des contacts et il y aura des échanges sur nos territoires, sur nos actions. Là, c'est ma casquette d'élu, association, chef d'entreprise et membre aussi de la mission locale du Périgord noir. Oui, il y a beaucoup de chantiers. Le prisme est énorme. Problématique de recrutement, donner envie de manager aussi. Beaucoup de personnes savent que c'est difficile de gérer du personnel. Donc, on est dans une bascule énorme. Mais je pense qu'avec nos volontés, et les forces qu'on vient de citer, ça peut inspirer à tous de mener en place des actions et d'aller jusqu'au bout et de mesurer les bénéfices des résultats obtenus. J'en suis persuadé que l'innovation que vous créez dans votre territoire, elle est constante. Il y aura des personnes hyper bien qualifiées et qui vont étonner beaucoup d'entreprises. Et on en connaît de plus en plus, les recrutements par profil atypique. Et puis votre garage, il va être énorme de ressources et il va être percutant dans les années qui viennent. Moi, je suis très optimiste en vous écoutant. Et moi, je crois que l'optimisme, ça va au-delà du verre à moitié vide ou moitié plein, le fameux débat. Je crois que ce qui est important, c'est de remplir le verre. Voilà. Et bonne continuation et bon courage dans vos projets. Merci James. Alors, c'est amusant parce que le 1er avril, quand on a démarré ce cycle, on avait un intervenant, Olivier Vérag, qui avait vraiment insisté justement sur ce côté panoramique de l'emploi. Il avait déployé, montré un peu toutes les politiques publiques qui étaient concernées par ce sujet-là. En fait, ça concerne toutes les politiques publiques. Et il avait beaucoup insisté notamment sur la petite enfance. Et tout à l'heure, Céline parlait de décrochage scolaire, on n'en était pas loin, mais ça montre à quel point, et la boucle est un peu bouclée aujourd'hui, c'est l'affaire de tous, quoi. Et l'affaire de tous les acteurs et de toutes les politiques publiques. Donc je vous remercie tous les quatre, Magali, Céline, Alain et James, de vous être mobilisés et puis d'être venus, pour certains de très loin, d'avoir pris le temps de venir, c'est un grand merci. Je vais donc conclure cette séquence en vous rappelant donc que le jeudi 11 octobre, nous avons des ateliers dits de passage à l'action, avec donc un sujet que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez le lien d'inscription dans le chat, donc je ne peux que vous inviter à y participer. Et le cas échéant à nous contacter pour alimenter un atelier supplémentaire. On aura possibilité encore d'en formaliser un supplémentaire. Toutes les ressources sont donc sur le site internet. Très prochainement, vous aurez donc le replay de cette séquence qui sera en ligne avec un article synthétique. Et puis bientôt, une restitution globale de ce cycle à travers une publication. Donc, je remercie encore une fois vous quatre et puis ma collègue Colline Babodou qui m'a aidé ce matin pour la partie technique. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.